Merci de nous rejoindre pour l'édition du 19h30 sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, le voile est enfin levé à l'issue d'un processus antenne marqué par de nombreuses concertations et plusieurs reports. Le parti Les Démocrates a dévoilé ce mardi le duo qui portera ses couleurs à la présidentielle de 2026. Il s'agit de Maître Renaud Agbojo, candidat à la magistrature suprême, et de son colistier Jude Lutchou. Le duo de la majorité au pouvoir, Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata, a déposé ce lundi à la Sénat son dossier de candidature. C'est le premier duo à accomplir cette formalité depuis l'ouverture du dépôt le 10 octobre dernier. Et puis, à l'international, contesté dans la rue et avant un vote le visant pour abandon de poste, le président malgache Andry Rajoelina a dissous l'Assemblée nationale. Après plusieurs jours de tractations intenses et de négociations en coulisses, le parti Les Démocrates a officiellement dévoilé le duo appelé à porter ses couleurs à la présidentielle de 2026. Réunis en Conseil national dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre, les délégués ont porté le choix sur Maître Renaud Agbojo, avocat au barreau du Bénin, pour briguer la magistrature suprême. Il fera équipe avec Jude Lutchou, désigné colistier pour le poste de vice-président de la République. Suivons. Il importe de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Et tous ces 34 dossiers ont abouti au classement des 34 candidats, par ordre donc de mérite. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont: candidat président du parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbojo Renaud. Vice-président, candidat du parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, Monsieur Lodjou Bonaventure Jude. Tout au long de ce conseil national, dans le quartier de Fifagi où nous nous trouvons, les populations sont venues nombreuses pour nous encourager, pour encourager leur parti. Qu'elles veulent la fumée blanche. Et nous voici, la fumée blanche est sortie de nos bureaux. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le peuple béninois qui a toujours accompagné notre parti, et d'ailleurs son propre parti, pour remercier toutes les personnes de bonne volonté dans le travail dans lequel nous nous sommes engagés pour libérer notre pays, pour la restauration de notre démocratie, pour remettre de l'ordre dans le pays, dans les affaires de l'État. Sans oublier le capital humain, nos camarades en prison et en exil. Je voudrais, pour terminer, remercier les responsables du parti, à commencer par son président, Dr Thomas Boni Yahi, pour son leadership qui nous a permis de mener à bout le processus démocratique de désignation de nos candidats. Et bien sûr, tous les responsables à divers niveaux de notre parti, tous nos militants. Merci à vous, la presse, de venir nous accompagner aujourd'hui pour faire monter encore plus haut la fumée blanche qui est sortie des bureaux du parti Les Démocrates ce jour. La prochaine étape, c'est le dépôt dans les prochaines heures de la candidature donc du parti
à l'élection présidentielle de 2026 cette candidature qui sera déposée à la Sénat. À peine le ticket présidentiel dévoilé, les militants des démocrates ont laissé éclater leurs premières réactions. Ambiance et témoignages au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonumbo. On était vraiment inquiets. Depuis le matin, on est là et la joie est venue finalement. Le seul souhait, c'est qu'on gagne les élections et puis c'est fini. En politique, rien n'est facile lorsque les intérêts des uns et des autres sont différents. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Nous sommes dans le temps normal pour aller à la Sénat. Et ce duo va faire très mal. Parce que c'est le duo du peuple. C'est le vrai mot ça. On ne nous a imposé personne. C'est le parti qui a décidé ainsi. Et nous serons sur le terrain. Je pense que c'est le plus important. C'est plus qu'une conférence des forces vives de la nation de 1990 que le Parti Les Démocrates a organisé. Et ça s'est passé comme ça le 14 octobre 2023 par rapport au Congrès. Les gens ne s'attendaient pas qu'on allait s'en sortir. Mais aujourd'hui encore, on a montré au peuple béninois qu'on a le peuple béninois à cœur. Nous voulons délivrer ce pays. Et nos leaders ont compris, les candidats ont compris et chacun a consenti le sacrifice de son niveau. Il a regardé le peuple qui était en éveil depuis hier. La presse qui est mobilisée depuis hier. On a regardé tout cela, on a dit, il faut qu'on donne le sacrifice de nous-mêmes et on est parvenu à sortir le bébé. Le bébé, on l'a sorti, même si ce n'est pas césarienne, on l'a sorti. Et vous voyez déjà la fumée qui est en train de sortir au sein du peuple béninois. Cela prouve déjà qu'on a déjà gagné. On a fini la misère des 10 ans. C'est fini. Le peuple béninois n'a qu'à aller faire le travail à la base et c'est fini. À 43 ans, Renaud Agbojo s'apprête à franchir un tournant majeur dans son parcours, celui de candidat à la présidentielle de 2026. Face à lui, Romuald Wadani, 49 ans, actuel ministre des Finances et porte-étendard de la majorité présidentielle. Mais qui est Maître Renaud Agbojo? Suivons. Maître Renaud Vignilé Agbojo est un avocat béninois né le 17 septembre 1982 à Simfra, en Côte d'Ivoire, et originaire d'Agboja, un village du centre du Bénin. Il est reconnu pour son engagement en faveur des libertés publiques et des droits de l'homme. Après avoir obtenu une maîtrise en droit privé à l'université de Parakou en 2007, il a complété sa formation par un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2010. Depuis 2012, il exerce en tant qu'avocat au barreau de Cotonou et a été élu président de l'Union des jeunes avocats du Bénin pour le mandat de 2022 à 2025. Membre actif du Parti Les Démocrates, il a été désigné candidat pour l'élection présidentielle de 2026 avec Jude Bonaventure Lodjou comme colistier. Réputé pour défendre des causes nobles, Maître Agbojo est une figure montante de la nouvelle génération d'avocats béninois, connu pour son style à la fois tranchant et mesuré, ainsi que pour son engagement envers la justice sociale et l'état de droit. Il sera accompagné de Jude Lodjou, un homme politique expérimenté, au parcours aussi dense que diversifié. Revenons ensemble sur son parcours. Le 28 octobre 1966, à Cotonou, l'honorable Jude Bonaventure Lodjou est une icône de la politique béninoise. Il est titulaire de 2 baccalauréats littéraires obtenus la même année. L'un au Burkina Faso en qualité d'exilé sous la Révolution et l'autre au Bénin. Après ses études primaires à Alata, Konsi, Kinzou, Koli, à Flekete et à Huitrokpago et ses études secondaires à Tokpadoma, Djakotoma, Akblarwe, Boikon et Abomey. Ses études universitaires lui ont permis de décrocher une maîtrise en lettres, spécialité littérature africaine, une maîtrise en droit, spécialité droit des affaires carrière judiciaire, un master 2 option gestion de projet et un certificat en gestion de crise et planification d'urgence. À l'université, son leadership lui a permis d'être élu membre du bureau d'union d'entité de la Flash pour 2 mandats. Il a également fait 2 mandats en tant que directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Sur le plan politique, l'homme a des expériences et a eu des responsabilités à des niveaux très élevés. Il fut membre fondateur et ancien secrétaire général adjoint du mouvement pour une alternance populaire
et ensuite membre fondateur et ancien secrétaire général du parti Force Clé. Après cette expérience, il deviendra membre fondateur et ancien coordonnateur général de l'Union fait la Nation. Il fut également membre du conseil communal de Tofort, ancien chef de l'arrondissement d'Agué et ancien député de la 5e législature à l'Assemblée nationale. Hors du champ politique, il a plusieurs autres occupations professionnelles. Il est aujourd'hui le directeur du bureau d'études GDL Afrique, Gouvernance, Développement, Leadership et parvient à intégrer la base des données de l'ONU en qualité d'expert en gouvernance politique et institutionnelle et planification d'urgence auprès des Nations Unies. Un riche parcours qui mérite promotion et reconnaissance. Le duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata a officiellement déposé son dossier de candidature à la Sénat ce lundi. Ce dépôt marque une étape importante dans le processus électoral en cours et symbolise l'entrée en lice du camp présidentiel pour la présidentielle de 2026. Le reportage. Les alentours de la Commission électorale nationale autonome, l'instance en charge des élections au Bénin, étaient en effervescence ce lundi. Les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle ont accompagné avec ferveur le duo Romuald Wadani, Mariam Tchabi Talata lors du dépôt de leur dossier de candidature pour l'élection présidentielle de 2026. Bien que la Sénat ait ouvert le dépôt des candidatures le vendredi dernier, ce duo investi le 4 octobre à Parakou est le premier à accomplir cette formalité. Tous les partis de la mouvance étaient présents. Les candidats ont choisi de ne faire aucune déclaration, laissant le soutien politique s'exprimer. Vous venez de suivre le dépôt de la déclaration de candidature du duo Wadaï Talata, notre candidat. Plus personne ne peut s'approprier ce candidat-là. Les partis de la mouvance présidentielle l'ont identifié, l'ont désigné. Il est devenu le candidat de tout le Bénin, de tout le peuple. Notre démarche de ce soir s'inscrit dans le respect des règles qui encadrent notre processus électoral et dans la volonté de contribuer par une offre responsable et cohérente à la poursuite du développement économique et social de notre cher et beau pays. Le dossier a été validé à la grande satisfaction des membres de la Sénat, lui concédant ainsi le récépissé provisoire. Dans quelques jours, donc, il n'y aura pas de raison que le récépissé définitif leur soit rendu. C'est un premier pas vers la victoire du peuple béninois. Et ces prémices vers la victoire méritent d'être célébrées. Nous donnons rendez-vous donc à tout le peuple béninois au soir du 12 avril 2026 pour que l'apothéose puisse être célébrée. La présence du parti Renaissance nationale aux côtés du duo candidat Wadani Talata, aujourd'hui dans les locaux de la Sénat pour le dépôt officiel de la candidature, dénote de la promesse faite par la présidente Claudine Afiavi Prudencio lors de l'investiture du duo candidat à Parakou. Je cite en substance, nous allons accompagner le candidat dans le processus du début jusqu'à la fin. Ce moment hautement symbolique marque le lancement officiel de la bataille électorale. Le dépôt des dossiers à la Sénat prend fin ce mardi et l'étude des candidatures débutera le mercredi 15 octobre, conformément au chronogramme établi par la Sénat. Et puis, dans l'actualité internationale, Issa Chiroma Bakari, ancien ministre passé à l'opposition, a revendiqué ce mardi la victoire à l'élection présidentielle camerounaise de dimanche, défiant le président sortant Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans, alors que les résultats officiels ne sont attendus que dans 2 semaines. Le reportage. Alors que les résultats officiels de l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre ne sont pas encore publiés, le principal opposant, Issa Chiroma, 76 ans, a proclamé sa victoire. Le peuple a choisi
et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. Le gouvernement, pour sa part, n'a pas encore réagi à cette déclaration de Chiroma. Toutefois, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a averti que toute proclamation unilatérale serait considérée comme une haute trahison, rappelant que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer le vainqueur. À 92 ans, Paul Biya, le président sortant, brigue un 8e mandat, fort de son contrôle sur les institutions étatiques. Toutefois, le contexte de stagnation économique et d'insécurité croissante a fragilisé sa position. Le suspense reste entier au Cameroun où le mode de scrutin à un seul tour attribue la victoire au candidat arrivé en tête. Plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. La situation continue de se détériorer à Madagascar. Aux graves manifestations dans la rue s'ajoute désormais une véritable instabilité politique. En fuite et contesté, le président malgache Andry Rajoelina a dissous ce mardi par décret l'Assemblée nationale avant un vote le visant pour abandon de poste. Suivant. C'était un discours très attendu. Hier soir à 22h30, Andry Rajoelina s'est adressé à la nation dans une vidéo préenregistrée de 26 minutes. Beaucoup de gens espéraient que ce discours annoncerait sa démission. Au lieu de cela, Andry Rajoelina a déclaré qu'il se trouvait actuellement dans un lieu sécurisé pour sa propre protection, affirmant être la cible d'une tentative de coup d'État et d'un complot d'assassinat. Le président a déclaré que plusieurs chefs d'État lui avaient proposé des renforts militaires qu'il a déclinés, ajoutant qu'il poursuivrait sa mission pour résoudre les problèmes d'eau et d'électricité à Madagascar. J'étais complètement déçue hier. Déjà, on a entendu pendant des heures. Déjà, il n'était pas ponctuel. Je pense que tout le monde ici, on veut sa démission. On veut sa démission et lui, il fait encore semblant de... Genre, il y a encore des gens qui veulent qu'il reste. La population ne demande que ça, sa démission. Mais bon, il ne fait pas, il fait toujours continuer son travail. Rien de tout ce qu'il a dit n'est pas très important. Il parle encore du fait de régler les problèmes des Malagasy et tout ça. Pendant ce temps, alors que les députés étaient en train de collecter des signatures pour entamer une procédure de destitution contre le président Rajoelina, le chef de l'État a publié sur sa page Facebook un décret dissolvant l'Assemblée nationale. La validité de ce décret est toutefois remise en question car il n'a pas été publié au journal officiel. Rassemblés en Égypte pour le sommet sur Gaza à titre de médiateur, les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et la Turquie ont signé ce lundi une déclaration pour garantir la fin de la guerre à Gaza. C'est après moi. Le président Donald Trump s'est réuni lundi avec les dirigeants de l'Égypte, de la Turquie et du Qatar pour signer des documents qui, selon lui, jetteront les bases de l'avenir de la bande de Gaza. La signature a eu lieu peu après l'arrivée du chef de l'État américain à Sharm el-Sheikh en Égypte pour un sommet mondial sur l'avenir de Gaza, alors qu'il tente de faire avancer la paix au Moyen-Orient, après s'être rendu en Israël pour célébrer le cessez-le-feu conclu avec le Hamas, sous l'égide des États-Unis. C'est un moment monumental dans l'histoire du monde au-delà du Moyen-Orient. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir Gaza afin d'aider la population, mais nous ne voulons pas financer quoi que ce soit qui ait un rapport avec les effusions de sang, la haine ou la terreur qui ont eu lieu dans le passé. Pour la même raison, nous sommes également d'accord pour dire que la reconstruction de Gaza nécessite sa démilitarisation et qu'une nouvelle force de police civile honnête doit être autorisée à créer des conditions de sécurité pour la population de Gaza. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai l'intention d'être un partenaire pour assurer un avenir meilleur. Nous allons travailler, vous allez travailler avec les États-Unis et nous allons faire en sorte que le Moyen-Orient devienne un endroit sûr et sécurisé. C'est un endroit très important dans le monde. Ce voyage éclair au cours duquel il a prononcé un discours à la Knesset de Jérusalem plus tôt dans la journée intervient à un moment où l'espoir de mettre fin à 2 années de guerre entre Israël et le Hamas est fragile.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.